Chapitre 20. Le monde des affaires, terrain de chasse. Les nombreuses femmes qui travaillent, secrétaires, ouvrières, vendeuses, hôtesses et serveuses, qu'on rencontre partout, les jeunes filles sportives qui peuplent en nombre toujours plus élevé les universités et les grandes écoles, pourraient faire croire que la femme a changé du tout au cours des 20 dernières années. On pourrait en déduire que la jeune fille moderne, plus loyale que sa mère ou peut-être prise d'une grande pitié pour sa victime, a décidé de ne plus exploiter l'homme mais de devenir son associé. Cette impression est trompeuse. Il n'est qu'un acte unique important dans la vie d'une femme, choisir l'homme qui lui convient. Il lui est permis de se tromper sur tout le reste, mais jamais sur ce point. Aussi s'arrange-t-elle pour faire ce choix-là, où elle peut juger le mieux ses qualités viriles dont tout dépend, là où l'homme étudie et là où il travaille. Bureaux, usines, facultés, universités ne sont pour elle qu'une gigantesque foire au mariage. Le milieu qu'elle choisit en fait pour appâter son futur esclave dépend surtout du revenu de l'homme qu'elle a déjà asservi, son père. Les filles des hommes aux revenus élevés cherchent leur mari de préférence dans les grandes écoles et les universités qui leur offrent le plus de chances de dénicher l'oiseau qui gagnera au moins autant. Enfin, des études pro forma et provisoires sont plus commodes qu'une occupation professionnelle. Les jeunes filles d'un foyer plus modeste s'engagent, toujours provisoirement et avec le même objectif, dans une usine, un magasin, un bureau ou un hôpital. Ces deux formes d'engagement temporaire durent jusqu'au mariage, jusqu'à la grossesse dans les cas difficiles. Et elles présentent un grand avantage. Chacune des femmes qui épouse aujourd'hui le garçon de son choix abandonne pour lui un emploi ou des études. Sacrifice oblige. L'emploi et les études féminines faussent non seulement les statistiques, mais servent à asservir l'homme de façon encore plus désespérante, car pour l'homme et pour la femme, carrière et formation sont deux choses totalement différentes. La carrière de l'homme est pour lui une question de vie ou de mort. Ses années de jeunesse sont justement les plus décisives pour son avenir. L'homme qui, à 25 ans, n'a pas encore pris le chemin des hauteurs est considéré comme un cas sans espoir. C'est le moment où il déploie toutes ses facultés dans une véritable lutte au couteau avec ses concurrents. Sous le masque d'une confraternité généreuse, il ne cesse d'être aux aguets. Il enregistre anxieusement chaque indice de supériorité chez autrui, chaque signe de faiblesse aussi, pour en tirer immédiatement avantage. Et pendant ce temps-là, il n'est toujours que le tout petit rouage d'un gigantesque mécanisme économique qu'il exploite d'après toutes les règles de l'art. S'il maltraite un subordonné, il se blesse surtout lui-même, car les ordres qu'il donne ne sont que ceux venus d'en haut qu'il transmet. L'éloge éventuel de ses supérieurs n'a jamais pour but de lui causer de la joie, mais de le stimuler davantage encore. On l'a dressé à être fier, à être homme d'honneur. Or, chaque journée de sa vie professionnelle n'est qu'un enchaînement sans fin d'humiliations. Il doit s'enthousiasmer pour des articles de série qui ne l'intéressent aucunement. Rire des plaisanteries de mauvais goût, défendre des opinions qui ne sont pas les siennes. Et surtout, il ne doit pas oublier une seconde que la plus petite négligence peut signifier un recul comme un simple mot mal à propos, la fin de sa carrière. La femme pour laquelle il s'expose toujours en première ligne à de tels combats les voit se dérouler sur ses yeux avec placidité. Pour elle, sa période de vie professionnelle est celle des flirts, des rendez-vous, des taquineries, avec pour prétexte un peu de travail auquel n'est liée aucune responsabilité. Elle sait que tout cela passera. Et quand ce n'est pas le cas, au moins a-t-elle vécu sur cette illusion pendant des années. Elle assiste aux luttes des hommes à une distance sûre, applaudit à l'occasion l'un des combattants, le blâme ou l'encourage. Et tout en lui préparant son café, en ouvrant son courrier, en écoutant ses conversations téléphoniques, elle calcule son coût, de sang-froid. Dès qu'elle s'est trouvée l'homme de sa vie, elle se retire du terrain qui devient libre pour la génération suivante des femmes. Il n'en est pas autrement lorsqu'elle l'étudie. Il y a plus de femmes que jamais dans les collèges et les universités des États-Unis.
Et pourtant, le nombre de celles qui terminent leurs études est inférieur à celui d'avant la Seconde Guerre mondiale. Tandis que les étudiantes pensent à leur toilette de printemps pendant les cours magistraux, dissèquent des cadavres avec des doigts aux ongles laqués de rouge que ne dissimulent plus les gants de caoutchouc transparents, leurs collègues masculins sont toujours confrontés au même problème du tout ou rien. Il suffit à une femme d'une bague de fiançailles pour terminer ses études. L'homme doit avoir bien autre chose qu'un diplôme. Un diplôme s'obtient facilement en apprenant par cœur. Et il est peu d'examens où l'on peut distinguer les connaissances réelles du bluff. Mais l'homme doit comprendre ce qu'il en est. Son prestige et souvent la vie d'un autre être humain dépendront plus tard du degré de pénétration d'esprit qu'il a mis dans ses connaissances. La femme ignore donc ce que c'est de lutter. Lorsqu'elle interrompt ses études pour épouser un maître de conférence à la faculté, elle atteint sans faire d'effort le même niveau social que lui. Épouse d'un patron d'usine, on la traitera encore avec plus d'honneur, alors que cette même usine ne pourrait l'employer, dans le meilleur des cas, que comme ouvrière à la chaîne. Femme, elle jouit toujours du niveau de vie et du prestige social de son mari et n'a donc pas à se préoccuper d'y parvenir elle-même. C'est lui qui se charge de tout. Ainsi, la voie la plus courte au succès demeure toujours pour elle le mariage avec un homme qui a réussi. Pour tout obtenir, elle n'a donc besoin ni de zèle, ni d'ambition, ni de persévérance, mais simplement d'un physique attirant. Nous avons déjà parlé des exigences des hommes bien dressés quant au physique féminin. Les meilleures dompteuses d'hommes attrapent automatiquement, sans le moindre effort, ceux qui réussissent le plus brillamment dans la lutte pour la vie. Comme les femmes que l'on dit belles ont, depuis leur plus tendre enfance, la vie la plus facile, qu'elles ont donc ressenti encore moins que les autres la nécessité de développer leurs dispositions intellectuelles et spirituelles et que l'intelligence s'étiole faute de concurrence, on est obligé d'en déduire logiquement que les hommes qui remportent le plus de succès dans leur profession épousent les femmes dont la bêtise atteint les proportions les plus considérables. À moins qu'on ne considère le tour de main par lequel elles se transforment en hameçon comme une prouesse intellectuelle. À moins qu'on ne considère le tour de main par lequel elles se transforment en hameçon comme une prouesse intellectuelle. C'est devenu presque un cliché. L'homme, patron d'usine, financier, grand armateur, chef d'orchestre, arrivé au sommet de sa hiérarchie professionnelle, au sommet de son succès, épouse, le plus souvent en seconde ou troisième noces, un modèle de photo. Quant aux hommes riches de naissance, c'est dès leur premier mariage qu'ils s'offrent ce genre de super-femme pour ensuite changer de temps à autre. Or, la plupart de ces filles ont à peine fréquenté l'école primaire et jusqu'à leur mariage n'ont rien fait d'autre que de poser gracieusement devant les caméras. Elles n'en sont pas moins riches virtuellement du fait de leur beauté. Toutes ces femmes, sans exception, renoncent à leur carrière par amour. En tout cas, c'est ce qu'elles disent à leur mari, et ils les croient. La pensée que sa proposition de mariage épargne à cette femme la peine de préparer son bachot ou un examen à la faculté est beaucoup moins flatteuse pour lui. Aussi la chasse-t-il de son esprit pour s'enivrer de l'amour absolu qu'elle lui jure. En la jugeant d'après sa propre échelle de valeur, qui sait, se dit-il, peut-être serait-elle devenue un jour une chirurgienne célèbre, une ballerine fêtée, une journaliste brillante, et elle abandonne tout ça pour moi. Jamais il ne soupçonnera qu'elle préfère de beaucoup être la femme d'un chirurgien réputé et bénéficier de son revenu et de son prestige sans avoir son travail ni ses responsabilités. Il s'acharnera à lui faire une vie aussi agréable que possible pour qu'elle ne regrette jamais son immense sacrifice. Dans les nations industrielles, un petit pourcentage des étudiantes décrochent leur diplôme universitaire avant le mariage. À part quelques exceptions, il s'agit des filles les moins attirantes physiquement et qui n'ont pas réussi au cours de leurs études à se procurer la main-d'œuvre qu'elles puissent utiliser. Ce diplôme augmente automatiquement leur valeur marchande, car il existe un type d'hommes qui, à condition qu'ils en aient un eux-mêmes, se sentent personnellement flattés par le titre universitaire de leur femme. Bon Dieu, ce que je dois être intelligent pour qu'une femme aussi cultivée s'intéresse à moi. Et si son bas bleu a tant soit
peu de sexe, il monte du coup au 7e ciel. Il en retombe vite, car médecin, juriste ou sociologue, sa femme sacrifiera sa carrière ou du moins la fera passer au second plan. Elle s'établira dans une belle villa de la banlieue riche, mettra des enfants au monde, s'occupera de ses corbeilles de fleurs et remplira son foyer de toute la camelote habituelle. En quelques années, ces distractions féminines lui auront fait oublier le peu de connaissances professionnelles qu'elle a appris par cœur pour devenir exactement ce que sont ses voisines.